Salut Raph. Salut. Salut Matt. Salut Joël. Je suis content de vous voir. On est là aujourd'hui pour parler de Top Behavior, des services qu'on peut apporter aux entreprises, particulièrement au niveau des team building. Et surtout de parler justement de l'intérêt pour les décideurs et pour les participants du fait de participer à un team building avec nous. Évidemment, je pense que personne ne nous connaît, donc l'intérêt c'est quand même qu'on puisse se présenter. Et donc, je propose qu'on passe par cette présentation. Bon, vous êtes tous les deux des professionnels du sport. Je veux dire ça comme ça, je vous connais très bien puisque je participe à vos trainings de sport de haut niveau. Et ce que je vous propose, c'est quand même quelques mots sur le parcours de chacun, donc qu'on puisse échanger par rapport à ça. Et puis derrière, parler justement des team building qu'on va proposer et de la plus-value de ces team building. Donc, Raph, je te propose de commencer. Ok, donc je m'appelle Raphaël Battisti. Je peux me présenter auprès de vous, mais pour vous, oui. Je suis personnel trainer à plein temps depuis 2016. J'ai un background de gradué en biochimie. J'ai travaillé 20 ans dans une grande boîte pharmaceutique toute proche. Donc le monde de l'industrie, de l'entreprise, je connais pour y avoir vécu et avoir vécu des expériences là-bas. Et donc depuis 2016, je suis conseiller en nutrition et personnel trainer. Et particulièrement depuis quelques mois, je m'active davantage pour proposer les solutions que j'ai mises en place avec mes coachés, les mettre en place à un plus grand nombre, c'est-à-dire aller en entreprise et faire bénéficier ces solutions-là à un maximum de personnes avec l'objectif pour ces personnes-là de réduire leur anxiété, réduire leur stress et essayer d'éviter autant que possible les maladies de moyenne et longue durée. Voilà, en très bref. Bien, Mathieu. Oui, donc moi c'est Mathieu. Donc si on veut brosser large, alors j'ai commencé en étant ingénieur du son pendant pas mal d'années. Après ma carrière d'ingénieur du son, j'ai décidé de bifurquer pour des raisons de santé qui m'étaient... ma santé se dégradait, j'ai décidé de changer de parcours et je suis parti sur des études de kinésithérapeute. Dans mes études de kinésithérapeute, j'ai re-rencontré le sport. Après avoir été sportif pendant longtemps, j'avais oublié ce que c'était même de ne fût-ce que courir un peu. J'ai re-rencontré le sport par le CrossFit et je suis devenu coach CrossFit pendant mes études de kinésithérapeute. Puis j'ai mixé les deux casquettes pendant longtemps, kinésithérapeute et coach CrossFit, jusqu'à me rendre compte que j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans la manière dont j'aidais les gens et on a décidé d'ouvrir une salle où on en a maintenant un peu plus de 300 membres qui nous suivent pour pouvoir prendre en main leur santé et se dire qu'en gros derrière, c'est pas en ne faisant rien et c'est pas en restant passif et en regardant sa santé s'étioler qu'on peut espérer vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et donc voilà où maintenant je me situe dans mon parcours professionnel. Ce truc de, à la fois, je peux aller chercher les gens qui sont en retour de pathologie musculo-squelettique sur la kinésithérapie et avoir cette œil de kinésithérapeute sur comment on peut accompagner les gens dans une activité sportive plus quotidienne, quelque chose où en gros si je vais bien, je peux encore aller mieux. Voilà en gros quelles sont mes doubles casquettes maintenant. Bon, on a déjà pas mal d'avantages déjà maintenant pour nos coachés. Et donc ingé son, on va profiter aussi de ton expérience en tout cas pour le montage de la vidéo. Donc merci pour ça. Alors pour ma part, donc Joël Molnar, j'accompagne en fait des dirigeants d'entreprise depuis 2007. Et effectivement, donc dans ce parcours, je suis amené à donner des formations comportementales. Donc on travaille sur les comportements des leaders principalement, pour pouvoir motiver, responsabiliser, optimiser le travail des équipes. Et assez logiquement, notre rencontre fait qu'on peut harmoniser ces deux mondes. Je suis aussi athlète auprès de vous, puisque vous avez tous les deux eu l'occasion de me coacher, de me voir souffrir, mais aussi de me voir sourire à la fin du cours et de vous remercier. Et donc c'est ça que je veux, qu'on doit pouvoir offrir effectivement en tout cas aux participants, à ces personnes qui vont venir nous rejoindre donc sur ces coachings. Merci pour ces présentations. Ce que je vous propose, c'est de parler ensemble effectivement des bénéfices, en tout cas pour nos coachés d'abord, donc pour le participant à une session de team building. Mathieu, peut-être ? Oui. Le premier bénéfice que moi j'y vois avec les casquettes qui m'ont amené à travailler maintenant avec vous, c'est travailler vraiment sur cet aspect que j'ai déjà évoqué avec
cette volonté d'aller chercher une santé à long terme, une vie en pleine santé très longtemps. Et c'est ce qui m'a amené à pouvoir ouvrir cette salle dans laquelle maintenant on accompagne de plus en plus de gens. Comment est-ce qu'on peut aller chercher quelqu'un là où il est aujourd'hui, avec ses bagages, hein. Chacun débarque avec ses épisodes de vie, et aller le rencontrer là où il est aujourd'hui, voir quels sont ses souhaits à lui pour le futur. La plupart des gens qu'on rencontre, on se rend compte qu'en fait, ils aimeraient bien pouvoir être plus compétents et pouvoir faire plus, ou en tout cas faire mieux, ou se sentir moins fatigué, ou se sentir moins découragé dès qu'il y a quelque chose qui se présente à eux dans la vie. Et c'est ce que j'adore vraiment dans l'accompagnement maintenant qu'on peut amener aux personnes qu'on encadre, c'est non seulement le sentiment, mais aussi l'aspect mesurable de je suis plus compétent aujourd'hui parce que depuis 6 mois, j'ai pris la décision de faire des choses qui au quotidien me permettent de pouvoir être plus compétent dans ce que la vie va pouvoir me proposer ou m'imposer de faire demain. Ça, c'est le côté plus santé physique. Et puis, je me rendais pas compte à la base, c'est quelque chose qui en gros m'échappait complètement quand j'ai commencé ce parcours d'accompagnement avec des gens, mais en fait l'aspect psychologique et l'aspect ce qui se passe entre les deux oreilles a un impact énorme aussi sur la qualité de vie des personnes, que ce soit celles qu'on accompagne à la salle ou que celles qu'on accompagne dans la kinésithérapie et celles qu'on pourrait accompagner en entreprise. En fait, ce qui se passe entre les deux oreilles a un impact majeur sur comment est-ce qu'on peut aborder son quotidien, comment est-ce qu'on peut gérer son énergie pour pouvoir arriver en fin de journée, quand on rentre à la maison, avec encore des réserves dans les batteries pour pouvoir encore s'occuper de soi ou des siens. Voilà, en gros, là où moi, je pourrais venir amener ma patte, c'est ce truc de « tu en es où aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux te faire faire ?» Pas juste réfléchir, mais qu'est-ce que je peux te faire faire pour que demain, tu sentes que tu sais faire plus. C'est intéressant. D'ailleurs, tout le challenge, quelque part, parce qu'ici, évidemment, on est sur du team building, donc c'est un testing d'une session. Tout le challenge, justement, c'est de donner goût et de donner envie à la personne de suivre le programme, quoi. Il y a dans le côté team building, il y a clairement le lien avec l'équipe. Team building, c'est clairement ça qu'on va vouloir aller chercher, c'est cet effort commun et ce sentiment d'accomplissement vécu ensemble. Mais clairement, le petit truc caché derrière moi avec mes casquettes, c'est ce truc de te donner le goût à. Et puis derrière, qu'on voit que dans le quotidien, on peut aller chercher plus loin que juste ce one shot. Et puis entre les deux oreilles, comme tu le dis très bien, il y a ce côté dépassement de soi. Peut-être même en équipe, grâce au regard et à l'accompagnement des autres, des collègues en fait, qui peut être assez extraordinaire. D'ailleurs, Raph, j'ai eu l'occasion de suivre un Strong Fit avec toi. Donc là, on est plutôt sur du très lourd, en tout cas. Pas que, mais ce jour-là, oui. et j'avais constaté cette capacité que tu as justement à prendre un groupe from scratch, parfois même des gens qui ne se connaissent pas. Et à la fin, tu as juste envie de discuter avec eux parce qu'on a souffert ensemble, quoi. Donc comment tu fais en fait Dans ma présentation, je parlais d'être devenu personal trainer depuis 2016. Et je crois que c'est bien que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui comprennent bien que venir faire un team building dans leur entreprise ne rime pas forcément avec sport. Avec activité physique, oui, mais pas avec sport. Pour certaines personnes, sport a une connotation justifiée de performance, de douleur, éventuellement de douleurs qu'ils ressentent déjà et qu'ils n'ont pas envie de ressentir davantage. Oui, de souffrance, quoi. Oui, clairement. Alors, nous trois, nous sommes engagés dans la pratique d'un sport, mais ce n'est pas forcément une obligation et on parle davantage d'activité physique pour améliorer la forme, la santé, le bien-être. Et j'y reviens simplement parce que le réseau de personal trainer dans lequel je suis, qui est Body Concept Training, qui est le premier réseau belge, met l'accent uniquement là-dessus, principalement là-dessus. Ce que l'on veut, c'est rendre les gens en meilleure santé pour qu'ils puissent profiter de la vie, qu'ils puissent jouer avec leurs gamins, qu'ils puissent avoir plus de sérénité, voire une meilleure qualité de sommeil. Et je reviens à ta question tout à l'heure. À force d'avoir pratiqué ça quasiment tout le temps avec des personnes en one-to-one, de comprendre dans quel état ils sont à leur arrivée de la séance,
comment je peux leur permettre de changer de mindset et de rentrer dans la séance et de leur offrir pendant 1 heure un moment de déconnexion, mais également de bénéfices musculaires, hormonaux, changement d'état d'esprit, changement d'état émotionnel éventuel, et les faire repartir sur le restant de leur journée ou le restant de leur soirée dans le meilleur état possible. C'est devenu assez facile pour moi de le faire aussi en groupe. La plus grosse difficulté, c'est d'aller chercher ceux qui sont peut-être un petit peu plus réticents. Et c'est un des écueils dans lesquels on va tomber lorsqu'on va faire un team building avec vous. C'est que tout le monde se sent intégré dans la séance, quel que soit son niveau. Et qu'on puisse avoir une discussion avec chacun en leur disant qu'il y a un bénéfice à aller chercher, peu importe comment on fait les choses. Mais le plus important, c'est ce qu'on leur procure derrière. Et je crois que ce sera à ça qu'on va s'atteler à chaque fois qu'on aura une séance. C'est que chacun vive comme il le vit dans une séance CrossFit ou StrongFit. C'est de vivre la meilleure séance, peu importe comment ils auront fait l'activité proposée. Ouais, d'ailleurs, ce qui m'a marqué, en tout cas les premières fois que j'ai participé à des sessions avec vous, c'est que avant la session, il y a toujours cette question, entre guillemets, comment allez-vous? Est-ce qu'il y a des blessures? Donc, et puis il y a cette espèce d'engagement de chacun à pousser ceux qui vont peut-être moins bien ou ceux qui vont se plaindre de courbatures ou parfois de démotivation. Et ça, Mathieu, tu as une particularité, c'est que tu sais les pousser, enfin en tout cas tu sais nous pousser à nous dépasser, quoi. C'est une capacité qui se développe au fil du temps, je pense, à partir du moment où on travaille avec les gens. Mais au-delà de savoir pousser quelqu'un, je pense que la caractéristique vraiment importante à acquérir quand on est au contact de personnes et qu'on essaye de pouvoir les aider à faire quelque chose de plus que ce qu'ils feraient naturellement ou ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, c'est surtout de comprendre où ils sont et de comprendre quels sont les facteurs limitants qui pourraient être quelque chose qui va bloquer la personne, que ce soit parce qu'elle s'auto-bloque ou parce qu'en gros, physiquement, pour le moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le vrai truc important au final, quand on vit une session avec quelqu'un, que ce soit une session en one-one, que ce soit une session de gros groupe, que ce soit ici un team building, c'est que chacune des personnes présentes puisse sortir avec une vraie victoire. Ouais, c'est ça. Chaque fois, cette victoire, aller chercher et lui faire bien comprendre que c'est pas parce que son voisin a porté plus lourd et allé plus vite que sa victoire est plus méritante que la sienne. Je crois qu'on a chacun des combats à mener, comme tu le disais tout à l'heure, et lorsqu'on est conscient de ça, on va chercher la victoire qui est à la juste mesure, et c'est là où le coach, lorsqu'il comprend ce que traverse la personne ou ce dont elle a besoin ce jour-là, a une réelle plus-value. C'est d'amener cette personne à une victoire à chaque fois. Et là, on en arrive quelque part à l'équipe aussi, parce qu'on le voit bien dans la structure quelque part d'un cours, ou on va dire d'une activité. Il y a le démarrage, il y a cette espèce d'exemplarité du coach qui va venir encourager, qui va venir surtout corriger. Donc c'est hyper important d'avoir ces corrections qui valent vraiment de l'or. Mais il y a aussi, de cette exemplarité, à un moment, il y a des encouragements des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est recherché au niveau team building, parce que assez logiquement, quand j'ai un collègue que je vais voir fonctionner sur une tâche, sur une activité, parfois ce collègue va m'énerver parce qu'il n'a pas les compétences, parce qu'il n'a pas la motivation, parce qu'il n'a pas quelque chose. Et le voir, entre guillemets, transpirer sur une autre activité ou avoir un regard externe ou voir mon collègue différemment, et peut-être là, dans ce cas-là, voir que peut-être il rame plus que moi et peut-être aller l'encourager, ça me permet d'avoir ce réflexe quand je suis en entreprise. Et ça, moi, c'est des choses que j'observe directement sur le terrain, parce que finalement, quand j'ai des managers dont le challenge, c'est de pouvoir faire vivre quelque part une équipe, la première demande, c'est la cohésion, quoi. La première demande, c'est ça. Et donc ça, effectivement, vous avez des clés pour ça. Et ça, c'est assez intéressant, quoi. Et puis, le fait de faire dans un autre contexte, avec un autre enjeu, permet aussi de mieux comprendre son collègue. On le voit toujours dans certaines situations, avec certaines attentes, et on tombe tout le temps dans les mêmes problématiques. Le fait de remettre tout à plat, repartir d'une page blanche et lui proposer autre chose, forcément, on va aller chercher lui certaines compétences qu'on ne pensait peut-être pas qu'il pourrait avoir. Et ça permet d'avoir une autre perception de la personne et peut-être s'en rapprocher davantage
on vient à ce moment-là davantage unir les membres d'une équipe et repartir vraiment avec une dynamique beaucoup plus positive. Ouais. Il y a un truc que je crois que aussi bien toi, Kraf, on a vraiment très à cœur que ce soit présent dans nos séances, c'est cette notion du personne n'a fini tant que tout le monde n'a pas fini. Et on a ce truc de on vit les choses ensemble. Quelle que soit la tâche qu'on va aller accomplir, quel que soit l'exercice ou la... Parce qu'au final, en gros, tout le monde en gros, va avoir quelque chose qui est challengeant pour lui. Il se peut qu'en gros, tout le monde n'ait pas terminé au même moment. Ça ne veut pas dire que pour autant, la tâche est terminée. L'unité du groupe et la force du groupe est tellement importante dans ce qu'on fait que si en gros on imagine qu'il y avait, je sais pas moi, X répétitions d'un exercice à faire et que tu les as fait plus vite que quelqu'un d'autre, tant mieux. Ça veut surtout dire qu'en gros, si tu as bien fait les choses, c'est que tu les as fait aussi vite que ce que toi tu pouvais le faire et que dans l'idéal tu les as fait plus vite que la fois passée et que donc tu as accompli une vraie victoire personnelle pour toi. Ça ne veut pas dire que le temps que toi t'as mis, c'est nécessairement le temps que ton voisin va mettre pour lui acquérir sa victoire à lui. Il a peut-être besoin d'une minute de plus. Ton boulot à toi à ce moment-là, c'est d'aller te diriger vers cette personne qui est encore en train de travailler, en train d'être dans l'effort. Et c'est pas parce qu'elle a été plus lente que toi qu'elle est moins méritante ou qu'elle a moins fait d'efforts que toi ou qu'elle n'a pas, elle aussi, cette victoire qu'elle va pouvoir aller chercher. Donc si toi, tu as terminé et que tu as eu ta victoire, vas-y, va encourager ton pote qui, en gros, est dans la même galère que toi, juste une minute plus tard. Mais ça, c'est terrible à vivre dans les deux positions, parce que bon, je vis les deux. Bon, je suis plus souvent le dernier que le premier, mais c'est génial, parce que quand on a les encouragements du groupe, quand il reste 2 répétitions, qu'elles sont a priori infaisables, en tout cas dans notre tête, et que le groupe va nous dire « Allez, vas-y, il en reste 2, quoi », et puis qu'ils vont décompter, et puis derrière applaudir. Waouh! Et c'est vrai qu'apporter ça à une équipe, je pense, alors à mon niveau, que ça permettra, de développer l'empathie, parce qu'en souffrant ensemble, on comprend mieux ce par quoi l'autre passe, de développer quand même l'observation de son collègue, chose qu'on ne fait peut-être plus naturellement en entreprise. Donc, dans certaines sociétés, on a fini son travail, on part, point. Enfin, je dirais l'autre, tant pis, il est encore en train de ramer. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire les tâches de tout le monde, mais je dis simplement que parfois être attentif à « Ok, mon collègue là est en souffrance, est-ce que je peux même, peut-être pas l'aider, mais l'encourager ?» Ça permet quand même de développer ça. Et ressortir avec ça et apporter ça en entreprise, ça peut être un beau cadeau, quoi. Ça peut vraiment être un chouette cadeau. T'en penses quoi, toi, Raph? Non, je vous rejoins tous les deux sur ce côté cohésion, ce côté encouragement et le fait de se sentir soutenu par ses collègues pour exécuter une tâche qui paraît plus insurmontable ce jour-là, parce que difficile, parce qu'on n'est pas dans le bon état ce jour-là pour faire ça, ou pas dans l'état optimal. Et bien au-delà de ça, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer sur, au-delà de la cohésion qui est super importante, sur rendre les gens beaucoup plus sereins, mettre beaucoup plus de jeu et moins d'enjeux. Alors je sais qu'il y en a énormément dans le monde de l'entreprise, mais on peut ramener du jeu, on peut rendre les séances beaucoup plus ludiques et leur permettre d'avoir une perception différente de ce que l'on leur propose pour vraiment leur permettre de décrocher pendant un certain temps et derrière leur offrir beaucoup plus de productivité, beaucoup plus de sérénité et une vraie expérience dont ils parleront le lendemain à la machine à café et qui, j'espère, en tous les cas, va percoler pendant les prochaines semaines, les prochains mois. Oui, ce avec quoi les gens vont ressortir est important. Parce qu'un team building, on peut aller boire un verre ensemble, et puis on va peut-être se connaître sur d'autres angles, parler peut-être de nos points communs, de Red Hot Chili Peppers tout à l'heure. Voilà, donc on va peut-être parler de certaines choses, mais c'est vrai que ici, il y a une autre plus-value. Il y a ce côté, on a su travailler sous pression, parce qu'il y a parfois des timings, parce qu'il y a parfois je parle ici des exercices qu'on va proposer, donc il y a parfois une certaine pression du temps qu'on peut retrouver en entreprise, mais effectivement, c'est de voir comment on va gérer ce temps, le travail avec sérénité, pouvoir ressortir, parce que tu as tout à fait raison, aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, la pression, quelque part, c'est l'enjeu, donc il y a énormément de pression, et de pouvoir, non pas subir,
mais de pouvoir trouver des outils concrets pour faire face à la pression. Et ça, c'est extraordinaire. Parler tous les deux, vous m'avez tous les deux parlé de nutrition aussi, de l'importance de la nutrition. Et là, effectivement, il y a aussi quelque part dans nos interventions, il n'y a pas que cette partie, tu disais tout à l'heure, il n'y a pas que la partie sportive, il y a aussi ces apports d'expérience qui peuvent se faire sous forme d'ateliers et de prise de conscience sur 3 piliers finalement, donc émotionnel, physique, mental. Et donc là aussi, l'expérience en nutrition, l'expérience en gagner du sommeil, en gagner de la sérénité peut être très intéressante. Et ça, je sais que vous avez été formés aussi tous les deux à ça. Pour moi, je ne sais pas exactement quelle voie il a suivi, mais oui, effectivement, j'ai eu un parcours au départ de conseil en nutrition. J'ai commencé par ça une fois que je suis devenu personal trainer. Puis je suis allé vers plus de coaching, plus de personal training et j'ai un petit peu mis de côté maintenant l'aspect nutritionnel. Je donne toujours des conseils, mais je ne rends plus forcément des bilans nutritionnels comme je l'ai fait énormément en 2016 et 2017. Mais tu as fait raison, il y a ces trois points qui sont super importants. C'est le côté mental, physique et émotionnel que l'on peut améliorer au travers, pour moi, de 4 points majeurs que sont la nutrition, forcément, la respiration, le mouvement et le sommeil. Et le sommeil va revenir à chaque fois. Si on améliore la sérénité, le sommeil va être amélioré. Si le sommeil est amélioré, on sait que la personne va se lever avec davantage d'énergie, davantage de positivité. Si sa nutrition est améliorée, forcément sa digestion va être améliorée, on va diminuer l'inflammation, son sommeil sera amélioré et on revient dans le cercle positif dans lequel on va être. Et même chose avec le mouvement. Le mouvement va permettre à la personne de se sentir physiquement mieux, mais au niveau hormonal, au niveau de l'humeur, au niveau des émotions, on va venir améliorer les choses, on va lui permettre de pouvoir exprimer certaines choses. Il va être plus serein, son sommeil va être amélioré. Et donc il va démarrer sa journée le lendemain avec plus de positivité et beaucoup plus d'énergie. Si on améliore l'énergie, on va améliorer l'humain. Par définition. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce que tu es en train de raconter là maintenant, c'est qu'on a parlé du côté ludique qui peut réussir à ramener ce truc de se rendre compte qu'il y a moyen de vivre les choses sans anxiété, qu'il y a moyen de les faire autrement et de se laisser délester, de vivre sans ce poids au quotidien. Mais dans ce que tu viens de raconter là, pour moi, il y a 2 piliers extrêmement forts, la nutrition et le sommeil, qui sont un peu trop souvent oubliés. J'ai le sentiment très fort maintenant qu'en gros, si on prend une analogie qui maintenant parle à tout le monde, puisqu'on vit ce monde dans ce monde des véhicules électriques, est-ce que je dois dire hélas, j'en sais rien. Mais en gros, c'est comme si dans ces véhicules électriques, maintenant, on essaye de leur demander sans arrêt d'aller plus loin, d'accélérer plus vite, de faire mieux, de faire plus fort. Il y a ce truc de performance qui est très 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 présent dans le quotidien professionnel, mais aussi non professionnel, avec... on a on est tous sur notre téléphone et sur les réseaux sociaux où on voit les autres avoir des vies incroyables. Et puis moi, j'ai pas cette vie-là, donc il faudrait que j'ai une meilleure vie, il faudrait que je sois mieux. Il y a toujours ce truc de on veut faire plus, on veut faire mieux. Et le plus et le mieux sont parfois mis en avant beaucoup au détriment du je fais comment pour recharger la batterie. Parce qu'en gros, la batterie, elle se vide au fur et à mesure de la journée. C'est bien, je fais des choses, je veux les faire mieux. Le mieux, c'est bien, il y a moyen d'optimiser les choses pour qu'en gros, j'utilise moins d'énergie pour faire la tâche qui m'a été demandée, ou faire une meilleure tâche avec la même énergie. C'est possible d'optimiser. Mais si au final, entre les journées, j'ai pas cette capacité de pouvoir recharger, il y a un moment derrière où je me lève le matin et en fait, la batterie, elle est à plat et je peux essayer d'optimiser et d'être performant autant que je veux, j'y arriverai pas. Et donc, en gros, ce pilier extrêmement important de nutrition et sommeil, mon Dieu, à quel point il faudrait qu'on ramène ça dans le conscient collectif maintenant, il faut que je puisse avoir le doigt sur le levier là, et que je puisse y faire quelque chose. C'est pas juste en espérant que je dormirai mieux, en me disant peut-être un jour je dormirai mieux, ou quand les enfants seront plus grands, je dormirai mieux, ou quand au boulot ça ira mieux, je dormirai mieux. Ou pour le moment, c'est pas grave, je mange mal, mais ça n'a pas vraiment d'impact, arrête de m'embêter avec ça. Alors oui, il y a ce côté émotionnel de parfois c'est nécessaire de pouvoir passer par des moments où on fait sauter le bouchon et on passe par là. Mais à quel point est-ce que je recharge mes batteries ? C'est vraiment une chose qui pour moi est devenue de plus en plus centrale dans l'accompagnement que je peux amener, c'est ce truc de
est-ce que tu te rends compte à quel point, et est-ce que tu peux quantifier à quel point tu as vidé tes batteries, et est-ce que tu peux quantifier à quel point tu as besoin de les recharger? Et je pense qu'en gros, c'est quelque chose qui est central maintenant dans ce que je veux amener aux gens, tout simplement parce que je suis passé par là, et qu'il a fallu que moi aussi, j'aille au bout de mes batteries, bien même aux batteries, en prenant un peu sur les batteries des autres, pour me dire qu'en gros, il y a toujours moyen d'y aller, il y a toujours moyen de se lever le matin, il y a toujours moyen de faire plus, il y a toujours moyen de faire mieux. Et à quel point est-ce que, derrière, je prenais soin de mes batteries, quoi. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très très important. Ouais, ça demande quand même une sacrée prise de conscience. Mais ça, effectivement, dans nos interventions, voilà, nous proposons effectivement un accompagnement aussi pour se conscientiser d'abord par rapport à l'épuisement de ces 3 batteries, grâce à des signaux. Donc le fait de pouvoir observer des signaux émotionnels, par exemple, bon, ça c'est assez facile à observer. Mais ok, si je suis à plat émotionnellement, quelles sont les clés pour recharger émotionnellement? Alors là, effectivement, il y a peut-être d'autres enjeux, puisque finalement nos 3 batteries sont interdépendantes. Et puis ces autres enjeux, parfois, c'est simplement une question de cohérence. Si chaque jour, je vais dans un chemin qui n'est pas le mien, si chaque jour, j'accepte de faire des concessions alors que je n'ai pas la contrepartie, comment voulez-vous que je recharge émotionnellement? Comment voulez-vous que je dorme bien? Enfin, voilà, elles sont interdépendantes, les batteries. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de proposer, durant ces sessions, une conscientisation pour pouvoir apporter aussi, que ce soit aux managers ou éventuellement aux collègues, des clés pour observer aussi mon collègue en disant « Ok, mais attends, lui, il est peut-être à plat émotionnellement, ou il est peut-être à plat physiquement ou mentalement, et donc, comment est-ce que je vais l'aider à conscientiser, et où, comment je vais simplement l'aider à recharger sa batterie. » Et ça, c'est intéressant. Ah ben ouais. Mais pour ça, là, je reviens aux techniques qu'on utilise, en tout cas par le biais de l'action sportive. Justement, observation, comme tu le disais très bien, Matt, le fait de, ok, quand c'est fini, c'est pas fini. Ou en tout cas, c'est pas fini quand c'est pas fini. Tant que c'est pas fini pour tout le monde, c'est pas fini, c'est ça. Ouais, ça c'est quand même assez magique, quoi, parce que ça permet de développer observation, développer empathie. Et puis on parlait aussi, donc notre objectif, en tout cas chez Top Behavior, c'est vraiment de pouvoir proposer une observation du groupe et puis des conseils à la sortie, quoi. C'est surtout ça qu'on peut leur amener à très court terme, c'est de leur dire qu'ils n'ont pas besoin de passer par un programme derrière d'accompagnement de 3 mois pour améliorer leur sommeil. Il y a peut-être des choses simples, je n'ai pas dit que c'était facile, je dis que c'est simple à mettre en place pour essayer d'améliorer par petites touches, que ce soit au travers de la respiration, que ce soit en prenant une douche chaude avant d'aller dormir afin de provoquer le refroidissement du corps, d'avoir une pièce aérée. Il peut y avoir des choses qui paraissent anodines, mais qui vont parler à certaines personnes. Et si on parvient pour chacun à leur donner 2-3 outils à tester, à rester en contact avec eux et leur permettre d'essayer ça, d'ajuster éventuellement si ça ne fonctionne pas, si eux ressentent un bénéfice, ils auront envie d'aller par eux-mêmes plus loin, plus que parce que l'on leur a proposé quelque chose. Il faut qu'ils le vivent, qu'ils aient de quoi pouvoir rentrer chez eux, se dire ok, à partir de maintenant, j'essaie simplement d'aller prendre une douche avant d'aller dormir et je vois si ça améliore un petit peu les choses. En tout cas, l'odeur, probablement. Hein. Oui, ça peut pas mal aider. Du coup, la relation avec le conjoint aussi. Et peut-être qu'effectivement, il y aurait quelque chose qui va favoriser aussi l'endormissement. Ça part en vrille, hein, les gars. Pardon. Raph. Bienvenue dans les relations qu'on a au quotidien. C'est juste avoir ce déclencheur qui peut être différent chez chaque personne, parce qu'on parle de nutrition et je sais depuis maintenant quasiment 10 ans à quel point c'est confrontant parler de nutrition dès le départ avec quelqu'un, de lui dire de faire attention, de ne plus aller vers certains types d'aliments. Voilà, c'est réconfortant, ça apporte un plaisir à très court terme avec une dette forcément à payer derrière. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on peut venir jouer, qui sont un peu moins confrontantes. On parle du sommeil, on parle de la respiration, on parle de mouvements simples à pouvoir mettre en place pendant toute la journée. L'hydratation, si toutes ces petites choses-là qui coûtent pas cher peuvent être mises là tout de suite en place par eux et pour eux, derrière, ils auront probablement envie d'aller un tout petit peu plus loin et de se dire, ok, maintenant ça suffit, ça, je m'en occupe. Bien sûr. Oui, après, tu fais bien de souligner ce côté clé simple, parce que ce qui est simple, on peut le mettre en place.
ce qui est compliqué, mais par définition, est inaccessible. Après, il y a un autre phénomène humain, purement humain, qui est l'acrasie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'acrasie. Non, non, non. Il y a Asie là-dedans, mais ça n'a rien à voir avec l'Asie. Donc l'acrasie, en fait, c'est adopter un comportement qui va à l'encontre du meilleur comportement logique. Je vais prendre un exemple. Le fumeur, en 2025, sait que fumer tue. C'est écrit sur tous les paquets de cigarettes, c'est écrit, enfin, je veux dire, il faudrait être innocent pour, voilà, pour se dire, ok, non, c'est juste une blague, quoi. Donc ils le savent, mais ils fument. Ça, c'est de l'acrasie. Et donc, effectivement, comme tu le dis, Raph, par exemple, en nutrition, donc tu parlais, j'imagine, principalement du sucré, qui apporte un plaisir court terme. Aborder ces aspects, ok, il faut, alors je vais dire stopper, pour être un peu radical, le sucré. Je pense que les gens le savent, mais comment je fais pour mettre ça en place, là? Ils savent qu'il y a énormément de problèmes avec le sucre. Par contre, d'expérience, je me rends compte à quel point ils ne comprennent pas à quoi sert le sucre. Quelle information il passe à votre corps, dans quel état se met le corps, et à quoi ça sert réellement. Et de l'amener à de mauvais moments provoque de toute façon à un moment une hausse d'anxiété qui n'est peut-être pas adaptée par rapport à la situation qu'on va vivre. Donc les conscientiser là-dessus, leur faire comprendre à quel point le sucre est intéressant pour certaines situations et délétère pour d'autres, c'est leur donner en fait une compréhension et les rendre réellement acteurs de leur choix alimentaire. Plus que parce qu'on leur a dit ne mange pas de sucre. Ça va, ok, j'en prendrai pas. Non, mais c'est intéressant aussi de se dire que demander d'arrêter, c'est compliqué, voire impossible. Remplacer, c'est intéressant. Et il y a même encore un truc que moi je trouve plus intéressant que ça, je me suis rendu compte de la puissance de comprendre le pourquoi. Quand on dit à quelqu'un, tu reprends l'exemple de la cigarette, fumer c'est mal, et tu peux remplacer par, on va prendre un autre exemple bête, mais c'est de remplacer par avoir une sucette en bouche. Oui, on va remplacer l'habitude par une autre qui est peut-être un peu moins néfaste. Ou on va reprendre la Lucky Luke, comme ça en gros on n'a même pas le sucre en bouche. On se prend un brin d'herbe qui derrière n'aura plus envie de fumer. Alors est-ce que ça fonctionne? Ça, on peut rentrer dans les débats, mais tu comprends l'exemple que je veux donner. N'empêche que derrière, il y a un truc qu'on n'a pas encore fait, c'est essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi cette personne avait cette habitude-là? Qu'est-ce qu'elle essayait de combler? Quel était le mécanisme qu'elle essayait de mettre en place sans en être nécessairement consciente à l'intérieur de son enveloppe corporelle et psychologique? Qu'est-ce qui se passe derrière et quelles sont les choses qu'elle veut provoquer grâce à l'apport de ce truc néfaste? Et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où la personne apprend à se connaître elle-même et à comprendre quels sont les mécanismes de survie qu'elle a mis en place pour pouvoir faire face à telle ou telle situation, et qu'elle se rend compte que ces mécanismes ne sont pas si performants que ça, elle se pose la question de savoir quels sont les autres mécanismes que je pourrais mettre en place qui seraient plus performants, qui seraient plus efficaces et moins néfastes pour moi. Et là, on a de vrais impacts sur les gens, sur le court, moyen et puis long terme. Ce truc de petites habitudes, de trucs qui sont facile mais pas simple, en fait, quelque chose qui n'était pas simple aujourd'hui peut le devenir demain si en fait c'est plus seulement facile mais c'est habituel. Et puis le truc qui était impossible peut devenir accessible petit à petit si j'apprends à comprendre comment je fonctionne, pourquoi je fonctionne comme ça. Et pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi j'utilise ces habitudes néfastes pour moi et qu'est-ce que je peux faire d'autre qui est moins néfaste pour moi et qui peut m'amener à ne même plus juste compenser comme je le faisais, mais à ne plus avoir ce besoin intrinsèque qui m'amenait à avoir cette habitude néfaste. C'est intéressant. C'est un challenge évidemment de placer tout ça dans une intervention team building. Et c'est là qu'en fait, j'aime beaucoup le fait qu'on ait voulu mettre en place l'activité physique là-dedans, c'est parce qu'en fait, l'activité physique nous permet de pouvoir nous rendre compte que des choses qui nous semblaient peut-être impossibles, à la base inaccessibles, ou même pour lesquelles on n'avait pas d'attrait, quelque chose qui m'a été amené par quelqu'un d'externe et j'ai peut-être été un petit peu poussé vers ça, à la fin j'en sors avec un bénéfice auquel je ne m'attendais pas. Et ça permet parfois d'ouvrir le regard et d'ouvrir la mentalité sur « Tiens, c'est peut-être possible, j'en suis peut-être capable ». Ça c'est incroyable. Alors, il y a activité physique, mais cette sensation à la fin d'un dépassement, elle est
je crois que ça peut facilement remplacer l'addiction au sucre ou à n'importe quoi, parce que cette sensation-là, même si pendant l'effort, quelque part, ça s'appelle pas effort pour rien, mais quand on s'est dépassé, mais mon Dieu, ce sentiment avec lequel on ressort, il est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est là, je pense, que la magie du team se met en place, c'est quand on va se checker et que dans le regard de l'autre, je vois qu'il vit la même sensation que moi, c'est assez formidable. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ou je ne sais pas si c'est encore vivant en vous, ce truc-là, parce que bon, vous vous entraînez, j'imagine, tous les jours, en fait. Donc, Oui, et puis moi je prends plaisir à retourner faire les cours avec les adhérents, ne fût-ce que pour la dernière partie, pour vivre ça. Pour moi, me confronter à des gens plus jeunes, et ils sont majoritaires, et avoir envie de ce petit dépassement de ça, d'entendre des gens m'encourager parce qu'ils ont été plus rapides que moi ou ils ont été plus performants que moi, et à l'inverse, être là aussi pour engager les plus novices ou ceux qui ont un petit peu plus de difficultés à ce moment-là. C'est l'essence même de faire une activité physique en collectif. C'est de venir se nourrir de l'énergie des autres et d'amener nous un peu d'énergie dans l'exécution de la tâche pour les autres. Que ce soit une activité physique, mais on peut le faire avec d'autres choses. physique douce ou éventuellement d'autres choses. Ouais. Non, mais même avec de la respiration, très simplement, il y a des respirations qui peuvent être parfois un peu plus confrontantes, qui nous font vivre certaines expériences. Et le fait de le faire en collectif est beaucoup plus rassurant. Les gens le font davantage en sécurité. Ils ne sont pas les seuls à vivre ça. Et puis oui, on en revient toujours au ressenti. C'est le fait de ressentir quelque chose qui donne envie d'y retourner. On ne peut pas simplement leur décrire ce qu'ils vont ressentir et leur donner envie. Il faut qu'ils le vivent au moins une fois pour pouvoir y revenir. Je pense que si on expliquait juste que le sucre, ça va faire, je sais pas, ça ou ça, je sais pas si tout le monde aura envie de le prendre, mais dès que les gens goûtent, ils peuvent être séduits, quoi. Ah, ils savent être que séduits. C'est fait pour. Il a un taux de rentabilité assez élevé, le sucre. Là-dessus. Ouais, c'est remettre au centre en fait ce qui est réellement important. J'en reviens du coup au pourquoi, et sans rentrer dans des considérations trop techniques, mais en gros derrière, il y a un truc, on vit dans un monde là maintenant qui a fait qu'on est de moins en moins sensible à la dopamine. Et quand il en faut de plus en plus, et il faut de plus en plus de stimuli, et il faut de plus en plus de sentiments d'accomplissement pour encore avoir cette envie, ce sentiment motivationnel d'y retourner. On a le doom scrolling sur Instagram et les réseaux, on a du sucre dans un peu tout, il y a le porno qui est un peu omniprésent maintenant, en gros c'est même un métier, créateur de contenu, maintenant on n'appelle plus ça, on dit même plus qu'en gros derrière c'est du porno, c'est de la création de contenu. On a oublié que c'était dangereux, en fait, comme beaucoup d'autres choses très très puissantes. Notre corps, il fonctionne avec des neurotransmetteurs et des hormones qui sont extrêmement puissantes et qui sont normalement autorégulées. À partir du moment où on vit dans des boucles qui ne nous permettent plus de s'autoréguler, on se retrouve à devoir sécréter de plus en plus pour avoir le même résultat, ou bien aller rechercher de plus en plus souvent ou fréquemment des habitudes qui nous permettent de pouvoir ressentir ces shoots-là. Il y a peut-être moyen de les vivre autrement, avec des trucs qui sont plus bénéfiques pour nous et surtout qui nous demandent un effort. Et c'est ça, en gros, je trouve, qui peut amener peut-être le plus de bénéfices au niveau du ressenti et de la manière dont j'aborde demain, c'est retrouver ce pourquoi et ce comment on a été créé. Il me faut un effort pour ressentir le plaisir. Le corps humain, il a été créé comme ça et tous les neurotransmetteurs et les hormones qui sont circulantes ont toujours été comme ça. C'est ce truc de l'humain doit faire un effort et ça doit avoir un impact sur ce qui se passe à l'intérieur de la carapace pour ressentir le plaisir. Comme maintenant, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus que du plaisir, on se retrouve avec un système dérégulé. Et puis, si les gens, petit à petit, on les fait revivre des choses où, par l'activité physique, par la respiration, qui peut être parfois vraiment très confrontante et vraiment très inconfortable sur le moment, mais qu'on se rend compte que derrière, on a été rechercher cet accomplissement, on va de nouveau rechercher cette envie de faire les choses bien, plutôt que de faire les choses mal, juste parce qu'on a besoin de... Avec une condition quand même, parce que je crois qu'en entreprise, quand on nous regarde, on se dit ok, oui, mais attends, des efforts, moi j'en fais toute la journée. Entre guillemets, le soir, je rentre, je suis liquidé parce que j'ai couru dans tous les sens. Je rajouterais juste un élément, c'est un effort choisi. Oui. C'est vraiment un effort, voilà, j'ai décidé de faire ça, et puis j'y vais. Alors effectivement, il y a ce côté, si mon patron m'a inscrit à un team building, j'ai peut-être pas décidé d'y aller.
Mais dès l'instant où je me dis, ok, je vais jouer le jeu et je vais peut-être quand même me lancer, et ça va me permettre ça permet aussi de reproduire ça au sein de l'entreprise, de se dire, ok, je vais peut-être faire un certain nombre d'efforts, peut-être sélectionner les bons efforts. On parle souvent moi j'aime bien, vis-à-vis de mes participants, leur parler de 20% d'efforts pour 80% de résultats. Quelque part, c'est-à-dire, voilà, concentre-toi vraiment sur cette petite partie d'effort qui va t'amener beaucoup de résultats. Mais si je choisis cette partie-là, oh mon Dieu, c'est le pied, quoi. Parce que là, j'arrive à ressortir quelque chose. Et là, c'est intéressant, cette notion d'effort, peut-être d'endorphine, Raphaël. Oui, enfin, que ce soit l'endorphine, que ce soit la dopamine qui est qui est l'hormone de la récompense. La récompense, on se mérite qu'à partir du moment où une tâche est réalisée et qu'on est fier de l'avoir exécutée, mais qu'on l'a surtout bien balisée, on a bien identifié ce que l'on pouvait faire comme tâche, qu'elle était accessible, et derrière, il y a ce phénomène de récompense. J'ai un tout petit peu perdu le fil parce que je voulais rebondir sur une de tes phrases. Mais effectivement, l'entreprise, on va se retrouver face à des gens qui vont avoir peut-être l'impression que le team building ou que la séance va être une dépense d'énergie supplémentaire, énergie qu'ils n'ont peut-être pas, et ils n'auront peut-être pas envie de la faire. Et on aura aussi peut-être des gens qui sont beaucoup plus habitués à bouger parce qu'ils vont courir, parce qu'ils sont dans une salle de sport, ils ont une activité physique, voire un sport qu'ils font régulièrement, et pour qui l'approche sera beaucoup plus simple. C'est rassurer les gens qui n'en font pas en leur disant « faites la séance ». Vous verrez que votre niveau d'énergie va remonter derrière. Ne vous trompez pas, ce n'est pas une perte d'énergie que vous allez faire au travers de la séance, c'est une manière de venir stimuler, on parlait de neurotransmetteurs, de venir créer dans le corps suffisamment de bénéfices pour que vous vous ressentiez beaucoup plus boosté après la séance qu'avant cette séance-là. Et ça, moi, c'est vraiment le cœur de mes séances de personal training, c'est faire repartir chacun de mes coachés dans un meilleur état, que ce soit mental, émotionnel ou physique, que l'état dans lequel ils sont arrivés le matin. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, en collectif, tous les cours sont structurés sur, entre guillemets, 3 niveaux, hein, donc avec le niveau débutant, le niveau intermédiaire et puis le niveau qu'on appelle RX, en tout cas chez nous, mais effectivement, donc ce niveau beaucoup plus confirmé, de façon à ce que chacun ait se challenger. Et ça aussi, c'est très gai, hein, à un moment de se dire, ok, je passe de débutant, je vais quand même essayer l'intermédiaire, et puis à un moment, la première victoire, c'est le premier RX, mais c'est chaque fois de pouvoir se dépasser à ce niveau-là, donc ça, c'est très intéressant. C'est valable sur la manière dont on présente un cours collectif en CrossFit, où on propose déjà 3 alternatives, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. On parlait tout à l'heure de limitation physique, articulaire. On en parle très très peu, mais je trouve ça super important d'en parler. Le cycle féminin fait partie entièrement de la question à poser à un moment. Il y a une nécessité de proposer la meilleure solution en fonction du moment dans lequel se trouve la femme par rapport à son cycle, pour lui permettre de ne pas bouger de la mauvaise manière. Je ne parle pas forcément physiquement, mais je parle surtout au niveau hormonal et au niveau de l'humeur, venir apporter les bonnes choses à ce moment-là. Mais c'est également valable pour les hommes qui peuvent vivre des choses différentes, et on a tous un tout petit peu cette tendance à ne pas vouloir montrer, à mettre un masque lorsqu'on arrive dans une salle ou lorsque je fais une séance en entreprise. C'est d'avoir ce masque en disant non, mais pour moi tout va bien. Puis on voit au travers du mouvement, ou au travers de la manière dont la personne respire ou comment elle bouge, qu'en fait non, ça va pas tellement que ça, et qu'il y a des choses à faire. Et donc oui, on peut jouer sur le nombre de répétitions, on peut jouer sur le mouvement lui-même, mais on peut jouer également sur la manière de respirer en faisant les choses, pour que la personne se sente rassurée, se sente à l'aise dans ce qu'on lui demande de faire, et reparte avec le même bénéfice que quelqu'un qui jouit entièrement de toutes ses possibilités, ses compétences à ce moment-là. Oui, ça c'est votre grosse plus-value. Je pense qu'il ne faut pas spécialement en parler quand vous observez. Vous voyez aussi des choses et parfois des incohérences entre oui, non, tout va bien et peut-être le mouvement qui est moins bon, la concentration qui n'y est pas. Et c'est vrai que si je ne suis pas concentré, je risque de faire un faux mouvement, je risque de sortir avec peu de bénéfices de la séance. Et là, c'est vrai que vous rattrapez assez facilement le fait de pouvoir soit corriger un mouvement, et là, Mathieu,
ton expérience de kiné apporte énormément, soit effectivement repérer la personne qui est peut-être dans un moins bon mood et le rattraper. Je me rappelle très bien alors je vois plus le mouvement, mais avec le sac là. Du berrug, hein, donc c'est coller son sandbag contre son nombril pour le déplacer, ce qu'on fait n'importe quand on va porter ses courses. Ce qui est un mouvement logique, mais je veux dire, je me rappelle très bien que tu m'avais repris parce qu'à un moment j'étais parti dans mon flow, quoi. Enfin j'étais parti dans mon nuage, quoi, donc dans mon cloud, pardon. Et donc voilà, le fait de me rattraper me permet peut-être d'éviter la blessure. Et ça, c'est vrai que votre professionnalisme, c'est aussi ça. Quand il y a un groupe de, je sais pas moi, 10, 12 personnes qui viennent d'une entreprise externe, qui n'ont jamais pratiqué ou quoi que ce soit, avoir l'œil du tigre comme vous l'avez, effectivement, ça permet quand même de pouvoir assurer aux décideurs, aux participants qu'ils puissent passer vraiment un bon moment et pas un moment frustrant parce qu'il y a une blessure ou quoi que ce soit, quoi. Bah, je dirais que ce côté, l'œil du tigre sur le mouvement, c'est clair qu'en gros, c'est quelque chose qui est central, indispensable, mais je pense que là, c'est presque un basique en fait, à partir du moment où on commence à accompagner les personnes par le mouvement, cette capacité à pouvoir pouvoir déjà enseigner le bon mouvement, et puis après pouvoir l'observer et ensuite amener la correction, ça c'est presque une base. Là où je pense que Raph, et puis moi, et je l'amène dans ce sens-là parce qu'en gros je crois que c'est toi qui m'as vraiment beaucoup appris là-dessus, c'est la capacité non seulement à faire bouger une personne bien, mais surtout la garder dans la victoire. Et la garder dans la victoire, ça ne veut pas juste dire qu'elle bouge bien, il faut qu'elle se sente bien dans ce qu'elle fait. Et on peut avoir une personne qui est en train de bouger magnifiquement bien, mais qui est en train de s'effondrer complètement à l'intérieur. Une personne n'est pas l'autre, ça c'est certain, et il faut qu'on adapte la séance et ce qu'on va proposer dans la séance, que ce soit dans la manière dont elle va le vivre physiquement ou psychologiquement, il faut qu'on adapte la séance à la personne. Mais une personne du lundi n'est pas la même personne du mardi. On vit des jours différents, on vit des émotions différentes, on vit des choses qui nous amènent à ne pas être la même personne qu'il y a 6 mois. Et il faut qu'on puisse avoir cette capacité à sentir où est la personne aujourd'hui et comment la garder dans quelque chose qui va l'amener à vivre les choses pour qu'à la fin, elle aussi, là où elle en est aujourd'hui, en ne se considérant pas comme étant capable et en considérant que ce qu'elle vit est un échec par rapport à ce qu'elle était capable de faire il y a 6 mois. Je donne un exemple. Ça reste une victoire. Et il faut que cette personne-là puisse ressortir avec le même bénéfice que quelqu'un qui, tu disais, qui jouit pleinement de ses moyens et qui en gros est en train de nous taper le workout du siècle où elle est en train de faire son frein dans 2,14. En gros, derrière, il faut que la personne qui va moins bien aujourd'hui puisse quand même sentir que ce qu'elle a fait, c'est une vraie victoire. Même si elle considère que ça l'est pas, notre job à nous, c'est de lui montrer que ça l'est. Parce que c'est une personne qui en gros va venir s'effondrer en plein milieu d'un workout, elle pourrait repartir avec, si on va pas la chercher là où elle est et qu'on l'aide pas à vivre bien la chose, elle pourrait repartir avec quelque chose de plus néfaste que de bénéfique. Et c'est là tout l'intérêt de pouvoir avoir être entouré par les personnes qui vont être capables de déceler ça. Et c'est toi qui m'as amené à pouvoir être compétent dans cette capacité à avoir l'œil non seulement sur le mouvement, mais aussi sur la personne. Sur l'état. Sur la personne et sur l'état, quoi. L'état, en gros, moi pendant tout un temps, je considérais que si une personne bougeait bien, on avait déjà gagné quelque chose, mais il n'y a pas que l'état physique, quoi. Il y a plein d'autres choses. Psychologiquement, mentalement, il peut se passer d'autres choses. Hormonalement, il peut se passer plein de choses qui font que c'est important de pouvoir se rendre compte d'où est la personne, où est-ce que je peux aller la rencontrer, et comment je fais pour qu'elle ressorte avec un vrai win à la fin. Sinon, elle ne revient pas. Hein. Et si elle ne revient pas, on a perdu l'habitude. Et si on a perdu l'habitude, il y en a d'autres qui vont s'installer. On en parlait tantôt. Oui, bien identifier ce que peut constituer pour la personne la victoire du jour. Et lui faire comprendre qu'on aurait fait le même jeu, le même exercice dans 2 semaines, probablement en fait, que l'objectif aurait été différent parce qu'il aurait été dans un état différent. Et que c'est pas immuable et que si on coach demain 10 personnes, on ne s'attend pas à avoir 10 personnes dans le même état. Dans le même état. Et forcément, chacun va devoir un tout petit peu moduler son objectif et l'amener vers ça. Mais clairement. Ça, c'est intéressant puisqu'on parle de cohésion. Et donc, assez logiquement, prendre conscience aussi qu'en entreprise, on arrive peut-être à un moment où on est dans un état complètement différent de notre collègue. Donc, je sais pas, je viens de remporter un super projet.
Et mon collègue, lui, de son côté, vit l'échec de sa vie. Ben, globalement, on vient déjà sur deux états différents. Et pouvoir ressortir avec ces clés-là aussi, c'est intéressant. Donc faire ce lien à chaque fois entre l'activité qu'on va proposer et effectivement ce bénéfice en entreprise. Moi, je vous propose, si ça vous convient, de conclure avec effectivement quelque part les 3 raisons pour lesquelles travailler avec nous. Pourquoi est-ce moi je suis responsable d'une équipe, j'ai le choix entre aller faire un karting, faire je sais pas moi, un truc fun, aller se tirer dessus au laser game, ou faire une intervention avec Top Behavior. Quelles sont les 3 raisons pour lesquelles, selon toi, Rafa, donc, le décideur nous choisit? La première, c'est que je lisais un article récemment sur LinkedIn qui expliquait que de plus en plus de personnes faisaient des heures supplémentaires, du moins passaient davantage d'heures à travailler, que ce soit sur leur lieu de travail, soit chez eux, pour le même salaire. Parce que la charge de travail est devenue trop importante par rapport au nombre d'heures dont ils disposent pour le faire. Et donc je pense que, j'ai plus les chiffres en tête, mais je pense qu'on est autour de 30% de travailleurs qui travaillent bénévolement, je dirais, pour clôturer le travail demandé. En tant qu'intervenant dans l'entreprise, on ne va pas pouvoir bouleverser comment l'entreprise doit bosser. Par contre, on peut changer certaines choses pour que la perception en soit différente. Et je pense que la première chose sur laquelle nous, on peut venir jouer grâce à un team building ou soit un accompagnement dans l'entreprise, c'est améliorer l'énergie des gens pour qu'ils soient plus productifs et que le travail qu'ils exécutent pendant 4 heures l'après-midi, parce que leur repas de midi a été beaucoup trop lourd, trop gras, trop sucré, ne leur permettent pas d'être productifs. On peut venir jouer, pas juste parce qu'on va faire un colloque sur la nutrition, mais parce qu'on va leur faire ressentir à quel point ils ont beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de focus à mettre sur leurs tâches l'après-midi ou le matin. Et donc on peut améliorer la productivité. Je pense que c'est le premier bénéfice à très court terme que l'on peut apporter à un chef d'entreprise. Le deuxième, c'est que si on rend son équipe plus soudée, qui se comprend mieux, qui a davantage d'empathie, où les adhérents, enfin pas les adhérents, mais les collègues ont plus d'empathie les uns pour les autres, c'est un groupe qui fonctionne mieux. Et enfin le troisième, et c'est vraiment mon cheval de bataille, si on parvient à faire bouger un petit peu plus, à améliorer la santé des gens, on va réduire de plus en plus l'anxiété sur le lieu de travail. Peut-être qu'on va leur donner des outils pour diminuer leur stress à travers de ce qu'ils vivent au quotidien, que ce soit dans la rue, chez eux, peu importe. Si on diminue cette anxiété, on va les amener à faire de meilleurs choix pour leur vie. Si on fait de meilleurs choix dans sa vie, on améliore son sommeil et on va réduire clairement la maladie de moyenne et longue durée. On va réduire le nombre de burn-out. Et je pense que les chefs d'entreprise qui nous écoutent maintenant savent à quel point ça coûte cher de remplacer, de prendre soin de la personne qui est sur le côté, de la réintégrer après. Et je sais que les discussions gouvernementales vont aussi vers ça. On a vraiment un bras de levier super important pour permettre aux entreprises de ne pas tomber dans ces écueils-là, que ça leur coûte cher et que ça coûte très cher à celui qui doit malheureusement faire un pas de côté. Bien sûr. Mathieu ? Je crois qu'en gros, c'est pas pour rien qu'on s'entend aussi bien et qu'on travaille autant ensemble. Hein. Je crois qu'on a la même vision sur comment on peut aider les gens et puis du coup, comment on fait pour aider les entreprises. Je dirais qu'en gros, le premier bénéfice, ce serait pour dire quelque chose de différent de Raph, parce que sinon, en gros, je crois qu'en gros, je plongerais la tête la première dans les 3 exemples que tu viens de prendre sont très très parlants pour moi. Je dirais que peut-être une chose de plus, ce serait, j'en parlais tout à l'heure, ce truc de la gestion de l'énergie. Comment je me sens ce matin, de quoi je me sens capable ce matin et comment je fais pour pouvoir gérer le niveau de batterie que j'ai et comment je fais pour être efficient avec le niveau de batterie que j'ai. Ce qui veut dire qu'en gros, aujourd'hui et cette semaine, il faut peut-être que je gère ma tâche de manière un petit peu différente pour pouvoir
arriver au bout de ma semaine et arriver au bout de ma tâche. C'est quelque chose qu'on amène assez bien dans les workouts. Ceux qui s'entraînent avec nous depuis assez longtemps sont, d'une manière ou d'une autre, un jour arrivés face à l'échec, ou en tout cas, je n'ai pas assez bien géré l'intensité que je mettais dans ma tâche que pour pouvoir arriver au bout de la tâche. Et je suis arrivé face à l'échec. C'est quelque chose que, de manière sciente et de manière volontaire, on amène les gens à vivre aussi à l'entraînement, histoire qu'ils puissent ouvrir les yeux sur le fait qu'on n'aborde pas une tâche sans y réfléchir, qu'il faut d'abord qu'on évalue la tâche à accomplir et ce que ça va nous coûter pour pouvoir y arriver au bout. Donc peut-être que ce serait le premier truc auquel je penserais, c'est cette capacité à créer de la conscience chez les participants qu'est-ce que ça va me coûter et comment est-ce que je gère ça pour arriver au bout de ma tâche, que je sois efficace dans mon travail et pour mon équipe et pour mon entreprise, j'arrive au bout de ce qu'on m'a demandé de faire et je suis encore capable de pouvoir le faire demain. Ça, ce serait la première chose. La deuxième chose, je rebondirais sur ce dont Raph a parlé avec la nutrition et je rajouterais dans ce truc de récupération et de gestion de l'énergie, ce truc de sommeil. Je sais qu'en gros derrière, demain j'ai ceci à faire ou j'ai telle contrainte ou dans la famille ça se passe comme ça pour le moment. Est-ce que je m'écoute assez que pour pouvoir moi rester performant en tant qu'humain et rester en santé et rester capable de pouvoir servir moi, ma famille, mes proches et mon entreprise qui pour le moment a investi en moi et investi chaque mois beaucoup d'argent en moi pour pouvoir arriver elle à ses fins. Est-ce que je peux encore servir tout le monde? Donc est-ce que je dors assez? Est-ce que je mange assez? Et pas seulement assez bien, mais assez. Souvent on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui mangent pas assez. Et alors la dernière chose, de nouveau, en gros ça rentre dans une des veines que Raph a creusé. On parlait de la santé sur le long terme. Tu as parlé du burn-out, tu as parlé en gros de ce que ça coûte aux entreprises. Eh bien, il y a encore mon cheval de bataille plus personnel à moi, ce serait est-ce que je réussis à amener les gens à pas seulement ne pas se brûler et ne pas être en burn-out et coûter cher à la société, mais est-ce qu'on a des personnes qui sont capables de pouvoir avoir des marqueurs de santé qui s'améliorent et donc en gros avec une tension artérielle qui va diminuer, avec une masse grasse qui va diminuer et donc en gros avec des gens qui ont une inflammation circulante qui sont plus basses, avec des gens qui ont une fréquence cardiaque hors pot qui sont plus basses, une variabilité de rythme cardiaque qui est plus basse. De ce fait-là, on a des personnes qui vont rentrer moins facilement dans des états d'anxiété, qui vont mieux gérer les tâches, qui vont mieux aborder les contraintes du quotidien, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient opérationnelles sur le lieu de travail, qui vont moins rentrer en conflit avec leurs collègues et peut-être avoir beaucoup plus d'empathie et être capable de travailler mieux en groupe, tout simplement parce qu'en fait je suis en meilleure santé et que du coup, comme je vais mieux, tout le monde va mieux parce que mon rapport à l'autre est meilleur. Très bien, merci beaucoup. Moi, je rajouterais, je pense que c'est des choses, vous avez l'humilité de ne pas le dire, donc je vais le dire moi. S'il y avait 3 choses, en tout cas pour lesquelles un décideur devrait nous choisir, la première chose, c'est votre expertise, qui a été démontrée dans ces échanges. Donc effectivement, c'est pas de l'amateurisme, vous savez exactement ce que vous faites. Deuxième chose, c'est le côté très abordable. Je ne parle pas de tarifs ici, même s'il y a un côté abordable dans nos tarifs, mais je parle plutôt du côté, je vais participer à une activité, je sais que je pourrais le faire. Donc ça, vous rendez les choses extrêmement abordables. Et puis, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais un team building, c'est un moment fun. Et je sais à quel point on peut s'amuser aussi. En participant à ce style de session, on a parlé de beaucoup de choses sérieuses aujourd'hui. Par contre, je sais à quel point, effectivement, le fun fait aussi partie des entraînements. En tout cas, je vous remercie, les gars, pour ce moment passé ensemble. C'était un vrai plaisir, en tout cas. Et puis, effectivement, on aura peut-être l'occasion de refaire ça. J'espère, vraiment. Il y a encore tellement de choses qu'on peut aborder. J'espère qu'on le refera. Ça a pris 5 heures pour tout préparer. Il faut qu'on le refasse.